En 1959, la société italienne SOS met sur le marché un décompressimètre analogique. Cet appareil, au nom barbare, est conçu pour déterminer automatiquement la décompression nécessaire lors d'une plongée. Le mécanisme est basé sur un banal tube de bourdon relié à une poche compressible dissimulée à l'intérieur du boîtier en acier inoxydable. Sous l'effet de la pression, les gaz à l'intérieur de cette poche sont comprimés et passent dans le tube de bourdon au travers d'une céramique dont la porosité est censée reproduire la vitesse de saturation d'un compartiment du modèle de Haldane. Nous parlons bien d'un seul et unique compartiment. Pourtant, nul n'ignore à l'époque que les tentatives pour réduire le nombre de compartiments se sont toutes soldées par des échecs cuisants. Mais ce n'est pas le seul problème posé par cette curieuse machine. Lors du séjour au fond, le gaz contenu dans la poche migre progressivement dans le tube de bourdon. Au bout d'un certain temps, l'aiguille indique un palier de décompression. Lors de la remontée, le phénomène s'inverse. La pression du gaz dans le tube de bourdon devient supérieure à celle du sac. Le gaz repasse dans l'autre sens, au rythme imposé par la céramique. L'aiguille redescend. Ce fonctionnement est parfaitement conforme à la théorie haldanienne. La porosité de la céramique est la même, quel que soit le sens de passage du gaz. Les vitesses de saturation et de désaturation ont donc toutes les chances d'être symétriques. En revanche, la pression du gaz dans le sac dépend forcément de la température. Le principal problème n'est pas là. Les véritables difficultés commencent avec une plongée successive. Après la première plongée, la pression dans le tube de bourdon est encore supérieure à celle de la poche. L'aiguille n'est pas revenue à zéro. En surface, la vitesse de transfert du gaz dépend de la différence entre la pression dans le tube de bourdon et la pression atmosphérique. Ceci correspond à l'élimination de l'azote en surface pour un compartiment et toujours un seul compartiment, puisque la porosité de la céramique ne peut correspondre qu'à une seule période. Le choix de la céramique est donc crucial, mais nous sommes face à un véritable dilemme. Soit la porosité correspond à la période d'un compartiment lent, et nous nous retrouvons avec des paliers interminables à la première plongée, sans pour autant être sûr d'avoir une décompression suffisante pour la seconde. Soit la céramique est choisie pour représenter un compartiment court, et l'aiguille sera revenue à zéro au bout de quelques heures passées en surface. Carl Edmonds est un médecin australien, responsable du centre hyperbare de Sydney. Ancien officier, il a dirigé l'école de médecine subaquatique de la marine et a été un des fondateurs de la Société de médecine hyperbare du Pacifique Sud. Le nombre d'accidents qu'il constate chez les plongeurs utilisant un décompressimètre SOS attise sa vigilance. Il lance une campagne de test et compare le comportement de la machine qu'il soupçonne de dysfonctionnement avec les tables US Navy, qui sont encore une référence à l'époque. Les premières conclusions sont publiées dans le journal de la Société savante du Pacifique Sud en 1973. Et le moins que l'on puisse dire est que Carl n'a pas la langue dans sa poche. Il se déclare étonné de voir à quel point les plongeurs accordent une confiance aveugle à un gadget mécanique. Il ajoute « Il suffit que quelqu'un publie n'importe quoi dans un magazine de plongée pour que des plongeurs crédules acceptent chaque mot comme parole d'évangile. Ses recommandations sont claires. Il déconseille formellement d'utiliser un décompressimètre SOS au-delà d'une certaine profondeur, et plus particulièrement pour des plongées successives. Ceci n'empêchera pas de nombreux constructeurs de distribuer ce produit sous de multiples versions. Le nombre d'accidents de décompression devient rapidement difficile à nier, au point qu'aux États-Unis, les plongeurs surnomment cette machine le Bend-O-Matic. La maison mère italienne va bien tenter de sauver son image et de contourner le problème en ajoutant une molette permettant de régler l'intervalle de surface. Mais le mal est déjà fait. La réputation des décompressimètres automatiques, que certains pensaient révolutionnaires, est si largement connue que le très sérieux journal de la Société de médecine du Pacifique Sud publie sur la couverture du numéro de septembre 1987 un dessin humoristique qui résume parfaitement l'affaire SOS. Nous pourrions penser que l'expérience SOS a au moins eu le mérite de provoquer une prise de conscience. Mais un nouveau cas va alimenter la controverse. Nous retrouvons Carl Edmonds en 1987.
Il rapporte dans le journal de la Société de médecine du Pacifique Sud le cas d'une plongeuse victime d'un accident de décompression, après une plongée successive, et en utilisant pour déterminer sa décompression un des précurseurs de nos ordinateurs de plongée actuels. Fabriqué aux États-Unis par la société Orca Industries et commercialisé à partir de 1983, le Edge est le premier ordinateur basé sur un algorithme permettant un calcul continu de la saturation et de la désaturation au cours d'une plongée. Edmonds propose 4 hypothèses pour expliquer l'accident de cette malheureuse plongeuse. Une occurrence malchanceuse liée à la faillibilité des tables, une erreur d'interprétation des données affichées par l'ordinateur, un défaut de l'ordinateur ou un protocole de décompression trop risqué. Comme pour les décompressimètres, Edmonds a évalué le comportement de l'ordinateur de plongée incriminé. Dans un premier temps, il fait référence à la notice, dans laquelle le constructeur ne manque pas de suggérer à l'utilisateur d'ajouter un facteur de sécurité en conservant par exemple une marge de 5 ou 10 minutes avant palier obligatoire. Il n'hésite pas à affirmer qu'Orca Industries cherche à minimiser sa responsabilité en insistant sur l'importance de planifier ses plongées ou de prévoir un moyen de secours pour déterminer sa décompression. Cette fois encore, sa conclusion est parfaitement claire. L'ordinateur Edge ne peut pas être considéré comme sûr ou même acceptable pour des plongées successives lorsque son fonctionnement est comparé à celui des tables de l'US Navy ou de la Royal Navy australienne. La question des plongées successives est de nouveau abordée l'année suivante lors du colloque sur les ordinateurs de plongée organisé par l'Académie américaine des sciences sous-marines. Paul Henmeiler, d'Orca Industries, tente de répondre aux critiques. Il développe une démonstration tortueuse, en se basant sur le nombre de plongées déclarées sur les cartes de garantie éventuellement renvoyées par les acheteurs. En citant une étude présentée au congrès annuel de la Société de médecine hyperbare UHMS, et répertoriant le nombre d'accidents mettant en cause l'utilisation d'un ordinateur de plongée. Il pense démontrer que le Edge provoque moins d'accidents que les tables US Navy. Lors de la table ronde qui suit, Edmonds nous fait part de sa façon de voir les choses, toujours incisive. Il admet que de nombreux plongeurs ont subi des accidents de décompression en utilisant les tables US Navy. Il affirme ensuite que les ordinateurs de plongée imposent moins de décompression pour les plongées successives lorsqu'ils sont comparés aux tables. Il termine par une question. Comment un ordinateur de plongée pourrait-il être considéré comme sûr dans ces conditions ? Il précise qu'il ne comprend pas comment une publicité peut prétendre qu'un ordinateur de plongée est toujours plus sûr que les tables US Navy alors qu'il propose systématiquement des temps de décompression plus courts. Il n'obtiendra jamais la moindre réponse.